Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Cyrielle Châtelain. Bonjour. 3 semaines donc après les massacres du Hamas en Israël, la guerre s'intensifie à Gaza. Vendredi, l'Assemblée générale des Nations unies a appelé une trêve humanitaire immédiate sans mentionner ni condamner les attaques terroristes perpétrées par le Hamas. La France a voté en faveur de cette résolution qui divise l'Europe et qui est considérée comme une infamie par Israël. Alors la volonté d'Israël d'éradiquer le Hamas est-elle en tout cas justifiée? Au-delà, faut-il craindre une importation du conflit en France? Et quid de la NUPES? A-t-elle encore un avenir ou est-elle morte? Mais pour commencer, qu'est-ce que vous éprouvez, Cyrielle Châtelain, 3 semaines après les massacres du 7 octobre? Et je précise pour nos auditeurs que vous étiez présente mardi à la soirée organisée à l'Assemblée nationale dans la salle Colbert pour la libération des otages contre le terrorisme et pour la paix, et que votre discours était, je dois dire, émouvant et a ému toute l'Assemblée. Merci, mais c'était une soirée qui était bouleversante. Je pense qu'on ne pouvait être que profondément touché par les témoignages qu'on a entendus. Donc des témoignages d'une rescapée, Tout à fait. du kibboutz Nir Oz et de familles des victimes et des otages. Donc je pense que tout le monde était bouleversé. Cette soirée était... Moi, j'ai l'impression, en fait, depuis 3 semaines, d'être dans un brouillard qui s'épaissit, lié à la violence de l'attaque, bien évidemment, dont on prend conscience de l'horreur au fur et à mesure qu'on découvre, qu'on entend ces témoignages, qu'on entend encore là, les familles des otages qui sont dans l'angoisse, qui sont sans nouvelles. Qu'on voit les images. Qu'on voit les images, bien évidemment. Et à la fois, donc il y a déjà cette violence-là. Quand moi je vois aussi les images, ou en tout cas quand je lis les alertes de l'ONU sur la situation des civils à Gaza, des hôpitaux, je crois que c'est une dizaine d'hôpitaux qui ne peuvent plus fonctionner, 2900 enfants qui sont morts sous les bombes, 7000 personnes. Ce sont quand même les chiffres du Hamas? Alors ça, j'ai pris les chiffres validés hier par l'ONU. Donc justement, j'ai pris les chiffres qui ont été validés hier par l'ONU. Ils parlent quand même de 16 000 logements endommagés ou détruits. Donc on voit qu'on est dans un niveau de souffrance extrêmement grave et un niveau de tension aujourd'hui dans la société française qui était déjà sous tension de manière très forte et où on a l'impression que là vient se rajouter des fractures supplémentaires. Donc voilà, une inquiétude extrêmement forte. Alors, on va parler des répercussions de ce conflit sur la société française, et dans la société française. D'abord sur la situation sur place. Les regards donc se tournent vers Gaza, que vous l'avez dit, avec l'intensification de la guerre sur place. Est-ce que, comme LFI, vous renvoyez dos à dos Israël et le Hamas? Alors, non, je ne renvoie pas dos à dos Israël et le Hamas. Le Hamas, c'est une organisation qui a perpétré une attaque terroriste contre des civils pour terroriser toute une population et leur dire vous n'êtes pas en sécurité même chez vous. Israël est un État, mais un État qui a un gouvernement qui aujourd'hui décide de ne pas respecter le droit international, qui fait un siège total, qui empêche l'eau, la nourriture d'arriver, il y a plus de 6000 bombes qui sont tombées sur Gaza. Donc aujourd'hui, je ne fais pas d'équivalent, mais par contre, je condamne le choix fait par l'État d'Israël aujourd'hui dans la réplique telle qu'elle est faite. Est-ce que vous considérez que c'est qu'une réplique de l'État d'Israël, qu'une réponse, que la volonté d'Israël d'éradiquer les terroristes du Hamas est légitime? Alors, éradiquer, démanteler le Hamas, c'est légitime. Ouais. Après, il faut savoir comment. C'est-à-dire qu'il faut bien évidemment que les responsables aillent devant la justice si on les attrape, qu'il y ait des... Le problème, c'est que là, on est sur une population civile très dense, donc je ne sais pas en fait si des tirs ciblés sont possibles. C'est la complexité de la chose et qui se cache sous les civils palestiniens. Mais en tout cas, effectivement, qu'on ait une organisation pour aller chercher les responsables des atrocités, bien évidemment. Qu'on aille couper les financements. On étudie d'où viennent les financements de l'Iran, du Qatar, donc on leur coupe le robinet, et aussi la filière d'armes. Comment est-ce qu'aujourd'hui le Hamas a ses armes? Moi, je pense qu'il faut aussi une transparence sur la question de la filière d'armes. Je ne sais pas quelles sont les armes utilisées, mais en fait, si on a vu qu'il y a des dizaines de milliers de roquettes, des armes. Donc ça veut dire qu'ils fournissent des armes, qu'ils ont de l'argent et qu'ils ont des armes. Donc moi, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis pas en mesure de le savoir, mais je pense que si on veut démanteler le Hamas, parce que le Hamas, c'est aujourd'hui des combattants, c'est une idée aussi, et donc il faut empêcher le financement et le fait qu'ils puissent se fournir en armes. C'est pour ça qu'on a besoin de transparence sur les circuits d'armes pour empêcher que des groupements terroristes puissent en obtenir. Et vous dites groupement terroriste. Alors,
Le Qatar, il y a 224 ou 230 otages détenus par le Hamas, dont 9 Français. Le Qatar a visiblement joué un rôle pour obtenir la libération des premiers otages, les 4 premiers otages. Est-ce que ce rôle d'intermédiaire du Qatar vous convient? Alors, j'ai envie de dire, là, on est dans une urgence absolue de Mmh. répondre aux familles et qu'il faut aller vers la libération des otages. Je Mmh. pense que dans la responsabilité, on dit qu'il y a une responsabilité historique qui joue en ce moment. Le, le Hamas devrait libérer les otages. Ça fait partie de ce qui doit être fait devant l'histoire. Parce que bon, ce qu'on a entendu, c'est que l'un des chefs du Hamas a dit hier, on libérera les otages en, à partir du moment où Israël libérera les détenus palestiniens. C'est acceptable ou pas pour vous? Moi, je pense, et je me retrouve énormément dans les propos d'Antonio Guterres, donc le secrétaire général de l'ONU, qui dit l'histoire nous regarde, tout le monde doit être face à ses responsabilités. Ça veut dire pour moi 3 responsabilités. La communauté internationale, qui, je pense, a laissé se déliter un processus de paix et donc a une responsabilité forte aujourd'hui d'être une puissante agissance pour la paix. Le Hamas. Le Hamas doit libérer les otages sans condition. Je pense que... Sans condition, sans aucune Oui, condition. pour moi, sans condition. Tous les otages. Hein. Tous les otages sans condition. Je ne sais pas si ça sera possible, mais pour moi, face à l'histoire, ils devraient le faire. Ils ont perpétué des actes abominables. Aujourd'hui, ils devraient, en geste, ils devraient libérer les otages. Et Israël doit arrêter son intervention militaire. Le Qatar, est-ce qu'on peut faire comme si le Qatar ne finançait pas le Hamas et donc le terrorisme? Non. Par rapport aux relations avec cet émirat. Non, mais vous le savez, nous, depuis très longtemps, on est quand même, on avait condamné. Je pense que le Qatar a pris un rôle international important. Le fait qu'on ait eu la Coupe du Monde, enfin, on voit bien que c'est un pays avec lequel on doit être extrêmement prudent. Et pour nous, en tant qu'écologistes, ça pose la question de la diplomatie fossile. On doit justement sevrer notre dépendance aux énergies fossiles parce que ça donne un pouvoir extrêmement fort à des pays autoritaires. Ça l'a donné à la Russie pendant longtemps avec le gaz. Aujourd'hui, ça le donne notamment au Qatar avec les énergies fossiles. Alors justement, on va reparler du conflit sur place, mais puisqu'on parle du Qatar, il va y avoir le débat budgétaire s'ouvre. Est-ce qu'il faut s'interroger, donc s'ouvre en France, est-ce qu'il faut s'interroger sur les investissements qataris en France et les avantages fiscaux dont bénéficie le Qatar? Oui. Alors, malheureusement, on s'ouvre. Il est plutôt en train de se fermer. On a déjà fait... déjà, on n'a pas vraiment de débat. C'est la première chose. Le 49.3 sur la première partie a été fait. Le 49.3 sur la deuxième partie est imminente. Oui, il y a un débat à lancer là-dessus. Bien sûr qu'il y a un débat à lancer là-dessus. Parce que ça viendra dans la deuxième partie du budget. Hein. Qu'on a étudié en commission, qui s'est fini vendredi soir. Et on a malheureusement, je pense, il y aura quelques jours de débat en séance, mais très peu. Oui, je pense que c'est un sujet qui doit se poser. Parce qu'on précise les choses, le Qatar bénéficie, selon les estimations, entre 150 et 200 millions d'exonération fiscale par an. Est-ce qu'on peut éventuellement, par la loi, obliger le Qatar à rembourser ou éventuellement à utiliser cet argent pour dédommager les victimes du terrorisme du Hamas? Alors rembourser, je pense que non. S'ils étaient dans le cadre de la loi, je ne vois pas comment on leur demandera de rembourser. Par contre, les questionner, de toute façon, nous, globalement, ces exonérations fiscales, il faut les questionner, notamment quand c'est des pays avec lesquels on peut avoir des désaccords importants. Et si il est confirmé, comme nous le pensons, qu'il y a un rôle dans le financement du Hamas, bien évidemment, ça doit faire partie des outils diplomatiques utilisés par la France pour infléchir la position du Qatar. Pour dire, on ne finance plus le Qatar. Vous bénéficiez d'exonération ici, donc vous faites libérer tous les otages, sinon ça ne pourra pas se passer comme ça avec vous par la suite. Et voilà, et je le redis, bien sûr, l'exonération, et je le redis, la question de la diplomatie du fossile. Si on veut pouvoir avoir une parole forte par rapport à ces États, nous devons pouvoir être indépendants et souverains sur notre énergie. C'est indispensable, d'où la question aujourd'hui de la dépendance au pétrole. Il faut poser les deux. Parmi les 1400 morts du 7 octobre, il y a donc à ce jour 35 Français, soit le plus grand nombre de Français victimes du terrorisme en France depuis l'attentat de Nice de juin 2015. Quel hommage la France doit rendre à ces victimes du Hamas? Puisqu'on parle d'un hommage national, éventuellement, aux Invalides, est-ce que vous êtes favorable à ça? Oui, bien sûr. Moi, je pense que la France doit rendre hommage déjà à tout Français mort. Déjà, on a un devoir, après on peut pas le faire toujours, mais il y a de toute façon un devoir, on a un devoir de mémoire comme avec Samuel Paty, avec Dominique Bernard, bien sûr avec
les Français morts lors de cette attaque. Et globalement, il me semble quand même qu'il y a eu, et c'était normal, une démonstration de soutien extrêmement forte et de compassion par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Quand on est un pays qui a connu les attaques, forcément on compatit. Mais comme le monde a compati avec nous quand nous avons subi les attaques terroristes du Bataclan. C'est une date qu'on retiendra. Oui. Hein, comme le 11 septembre, comme le Bataclan. C'est une Ça date restera qu'on en mémoire. retiendra. Oui. Par ailleurs, ces massacres, ces pogroms, mais on en revient, on en vient à la situation en France. Ces assassinats depuis 2400 civils israéliens, dont des dizaines de bébés décapités, des femmes violées puis assassinées, l'enlèvement d'au moins 224 otages, n'ont pas suffi à LFI pour qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Vous qui êtes allié de LFI au sein de la NUPES, vous en pensez quoi? Moi, je l'ai dit, on a un désaccord sur ce point. Nous pensons que ce sont des attaques terroristes. Et je pense qu'il faut pouvoir les qualifier comme telles, parce qu'il faut savoir mettre les mots justes sur une situation, et parce que quand on est, comme nous, des partisans de la paix, pour faire la paix, il faut pouvoir à un moment poser les mots et dire une vérité. Dire les choses, quoi. Voilà, il faut dire les choses. Et je pense que ça fait partie du processus qui nous ramènera vers un processus de paix, de pouvoir dire les choses. Donc de dire les choses sur ce qui s'est passé le 7 octobre, de dire les choses aussi sur ce qui se passe à Gaza et en Palestine aujourd'hui, mais aussi ce qui s'est passé hier. C'est un mal qui a des racines profondes, ce qu'a fait le Hamas. Et c'est aussi la question des expropriations, c'est aussi la question de la colonisation. Donc il faut mettre des mots justes sur une situation. C'est douloureux, c'est difficile, mais il faut le faire parce que sans ça, on ne pourra pas aller vers un processus de paix. Comment vous expliquez cette attitude, cette stratégie de LFI? Je pense qu'il pourrait en parler mieux que moi. Je pense que... Non, mais vous qui êtes, justement, qui êtes allié de LFI et en même temps à l'extérieur, comment vous voyez ça? Vous êtes quelque part une jeune militante, une jeune élue, hein? Oui, mais j'en ai discuté avec mes partenaires, mes collègues, pour qui j'ai un énorme respect. On en a beaucoup discuté. Et il y a des personnes pour qui, je pense qu'il y a aussi toute une partie d'engagement très ancien pour eux sur la question du conflit israélo-palestinien. Et qu'aujourd'hui, ce terme-là, pour eux, n'était pas approprié parce que c'était la crainte de rentrer dans la doctrine, finalement, de la guerre des civilisations, de l'axe du bien et du mal. Et donc, pour eux, le condamner, les mots avec des mots comme crime de guerre, c'était plus pertinent. Vous voyez, vous, une guerre de civilisation dans ce qui se passe? Moi, je ne la vois pas, mais je vois ceux qui essayent d'en faire une guerre des civilisations. Je trouve que c'est extrêmement inquiétant. Le discours la guerre du bien contre le mal. Voilà, mais le discours de Netanyahou est dans cette logique de guerre de civilisation, du bien contre le mal. On a des hommes politiques français qui essayent aussi d'attiser les haines et d'en faire un conflit extrêmement manichéen. Je pense que c'est un danger. Alors, le tribunal administratif a confirmé hier l'interdiction de la manifestation pro-palestinienne à Paris. Pourtant, des députés étaient présents, place du Châtelet, lieu de ce rassemblement. Est-ce le rôle de députés, d'élus de la République, de participer à des manifestations interdites? Vous êtes présidente, on rappelle pour une fois, présidente du groupe ELV, écologiste à l'Assemblée nationale. Oui. C'est... Très sincèrement, nous, on ne comprend pas l'interdiction de ces manifestations. Mais à partir du moment là, la justice a confirmé. Oui, non, mais je comprends, mais je veux quand même le redire. C'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations à New York. Public, hein. Il y a eu oui, mais il y a eu des manifestations à New York, il y a eu des manifestations à Londres. Cette manifestation aurait dû pouvoir se tenir. On avait quand même un gouvernement... J'étais sur place hier soir. Hein. Oui. Il y avait 3 000 à 4 000 personnes. Elle s'est tenue. Elle s'est tenue, elle s'est rassemblée. C'était sur place, mais la manifestation a eu lieu. Mais en vrai, une manifestation autorisée, une manifestation interdite, il y a beaucoup moins de monde qui vient. C'est normal, la plupart des gens pensent, qu'elle n'a pas lieu ou ne souhaitent pas aller, et je le comprends, dans une manifestation interdite. Mais sur le principe. Hein, et sur le principe, elle doit pouvoir s'exprimer. Et après, sur l'interdiction... À partir du moment où la justice dit elle est interdite, est-ce que les élus doivent être sur place? On a une tradition de désobéissance civile. On a participé à des rassemblements interdits contre des projets qu'on considère écocidaires. Là, nous avions des députés écologistes et qui avaient besoin d'exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien. Ils étaient présents. Et moi, je suis totalement solidaire de leur choix. Alors, autre question. Au cours de la manifestation interdite aux Palestiniens à Paris hier, votre collègue, le député LFI, Thomas Porte, qui a refusé au micro de Radio J,
c'est un son qu'on a diffusé, qui a été diffusé sur d'autres médias, de qualifier le Hamas de terroriste, a pourtant qualifié Israël d'État terroriste. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis en profond désaccord avec ce que fait Israël. Je me dis, je pense qu'ils contreviennent au droit international, ils contreviennent au droit humanitaire. Je pense qu'on peut potentiellement parler de crimes de guerre. Aujourd'hui, État terroriste, c'est pas le mot que moi j'emploierais. Mais la question, c'était est-ce qu'on peut dire, vous avez répondu, un Hamas qui n'est pas une organisation terroriste, et certains, comme votre collègue Daniel Obono dit organisation de mouvement de résistance, et dire parallèlement, Israël est un État terroriste. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça, de la part de Thomas Porte et de ses députés LFI? Alors, non, on peut pas. Voilà. Moi, je le dis, on est à un moment où les mots justes sont importants. Et pour dire, mais aussi pour dire l'ampleur de ce qui se passe. Je pense, et je pense par exemple que la réalité est suffisamment terrible, que ça soit ce qui s'est passé le 7 octobre ou ce qui est en train de vivre le peuple à Gaza, pour parler d'elle-même. C'est-à-dire que et malheureusement, et je pense que les images qu'on aura à la fin du blackout, quand Internet sera revenu, quand il y aura de nouveau les communications, seront dévastatrices. Donc, il faut parler, mais avec justesse. Je l'ai dit, je pense que c'est un État qui, quand il fait un siège total, fait des crimes de guerre, qui s'en prend à des populations civiles de manière volontaire, qu'il faut condamner extrêmement fermement. Mais je pense que voilà, et donc il faut après aller vers un processus qui amène vers le cessez-le-feu. Et vous avez parlé de la résolution votée aux Nations Unies. Je pense que c'est une bonne résolution de parler d'une trêve humanitaire immédiate, soutenue et durable menant à un cessez-le-feu. Je pense que c'est absolument ce dont on a besoin. Et en tout cas, c'est ce que les écologistes défendent fortement. Et je suis fière, moi, que la France ait voté cette résolution. Est-ce que c'est bien vous comprendre que de penser, que vous considérez que LFI met de l'huile sur le feu et sont devenus quelque part les idiots utiles du Hamas? Alors non, je ne partage pas l'idée que la France insoumise soit devenue les idiots utiles du Hamas. Nous avons des désaccords. Nous avons des désaccords stratégiques. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'apaisement. Je pense qu'on a besoin de prendre en compte la complexité. Mais non, je ne pense pas que ça soit devenu les idiots utiles du Hamas. Je pense qu'ils font aussi l'objet d'une campagne extrêmement violente. Par exemple, je suis en profond désaccord avec le fait qu'ils n'aient pas utilisé le mot terroriste. Par contre, il est vrai aussi qu'ils sont levés lors de la minute de silence, qu'ils ont condamné, pas avec les mots que j'aurais choisis, mais quand on parle de crime de guerre, c'est une condamnation de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et il y a un amalgame extrêmement violent. Donc non, pour moi, voilà, j'ai un désaccord, mais je n'irai pas jusqu'à dire que non, ce ne sont pas des idiots utiles du Hamas. Mais est-ce que vous dites, comme beaucoup d'autres, y compris au Parti socialiste, y compris au sein de la NUPES, que ce sont des petites raisons et calculs électoralistes, à savoir capitaliser autour de LFI l'électorat d'origine musulmane qui conduit LFI à prendre ce genre de position? Je vous l'ai dit, moi, les personnes avec qui j'ai parlé, ça vient d'un engagement individuel, personnel profond, d'une lecture géopolitique. Est-ce qu'il y a des questions électorales? Je ne sais pas, peut-être. Mais en fait, moi, je les laisserai répondre avec leurs questions-là. Moi, non, mais vous avez en dit fait, un en vrai, sentiment, non, mais en fait, ça me dérange profondément parce que je vois cette analyse sur la question de la LFI. J'ai lu l'article du Monde qui est sorti sur la majorité présidentielle ce matin, qui parle aussi de la question de comment chacun se positionne avec des enjeux électoraux. Vous le savez, je suis en grand désaccord avec Emmanuel Macron sur pratiquement tout. Mais quand il dit attention, n'exploitons pas les tragédies qui sont en train de se passer à des fins électorales, je pense qu'il a entièrement raison. Et je pense que en vrai, les personnes à qui je parle, elles ne le font pas. Elles le font avec une sincérité et un engagement personnel, individuel de très longue date. Sincérité, engagement, sans doute au niveau de la base de LFI. Non, mais même avec des députés. Moi je parle de mes collègues avec dirigeants. Mais mes collègues, il y a des cadres de la France insoumise qui siègent avec moi sur les bancs. Ils retranscrivent une parole et un engagement. Après, voilà, sur ces questions électorales, en tout cas, moi, dans les échanges que j'ai avec eux individuellement, on n'est pas sur ce terrain-là. Ils ne vont pas vous le dire. Oui, mais au-delà on le voit vite, quand les arguments tournent à vide ou pas, on le voit vite s'il y a eu des engagements ou non sur ces questions-là. Aujourd'hui, c'est pas le cas.
Alors, il y a quelques déclarations quand même qui ont marqué les esprits, hein. Jean-Luc Mélenchon, qui accuse le CRIF, qui a accusé le CRIF au début de cette guerre, au début juste après les massacres du Hamas, d'obliger tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien et d'empêcher la solidarité des Français avec la volonté de paix. Il a aussi affirmé que Elisabeth Borne, petite fille de déportés, défendait la position d'un État étranger, à savoir Israël. Mais le même Mélenchon qui a accusé Yael Braun-Pivet, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, elle, petite fille de déportés, de camper à Tel Aviv pour soutenir les massacres de Tsahal. Et il avait déjà en décembre 2019 accusé le grand rabbin d'Angleterre, mais aussi le CRIF, d'être responsable de la défaite de Corbyn. Est-ce que LFI, c'est une question qui se pose, et c'est pour ça que je vous la pose, n'est pas en train de légitimer l'antisémitisme des islamistes? Est-ce que ça vous choque, ces déclarations? Non, mais je ne partage pas ces déclarations. Je ne partage pas les mots qu'il a employés. Je pense que dans un moment tel que celui qu'on vit, on a besoin de clarté absolue, qu'on a une montée des actes antisémites fulgurante depuis 3 semaines. 600 actes antisémites commis depuis le 7 octobre. Hein. Oui, mais le dernier chiffre que j'ai vu, c'était même 700. Malheureusement, 700. Ça veut dire. Ça augmente tous les jours. C'est ça. Non, mais c'est ce qui est angoissant, c'est que ça augmente tous les jours, alors que sur 2022, c'était 436 actes. Donc, on est quasiment un doublement des actes en 3 semaines. Donc, il faut prendre conscience de ce qui est en train de se passer, de l'angoisse dans laquelle vivent une partie des Français et des Françaises, et c'est pas acceptable. Donc, on a besoin de clarté. Alors, ces déclarations, c'est quoi? Ça met de l'huile sur le feu aussi? Mais en tout cas, moi, je les partage pas. Je pense qu'elles sont extrêmement violentes. Pour certaines, je pense qu'elles ne sont pas justes. Typiquement, moi, j'étais absolument en désaccord avec le fait de dire que le CRIF avait empêché la solidarité des Français. Je n'étais pas d'accord d'ailleurs avec le fait qu'exprimer sa solidarité, aller au rassemblement en soutien au peuple palestinien, c'était apporter un soutien au gouvernement israélien. Donc voilà, je pense qu'elles ne sont pas justes. Et je pense que, voilà, que dans un moment tel qu'on vit, on a besoin d'une clarté de la parole publique. J'ai retrouvé aussi une autre déclaration. Éric Coquerel, votre collègue Éric Coquerel, président de la Commission des finances. C'était le 20 octobre 2020 sur Sud Radio. Il avait comparé la situation des musulmans dans la France d'aujourd'hui avec celle des juifs pendant la période nazie. Qu'est-ce que vous pensez de cette grille de lecture? Je pense que je l'aurais pas utilisée. Je n'aurais pas utilisé cette grille-là. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un homme politique de premier plan, hein, comme Coquerel, un des dirigeants de LFI, fasse ce genre de parallèle? Moi, j'en suis... Enfin, plutôt aidée. Je veux dire, c'est difficile comme ça. Je dis, moi, je ne l'aurais pas fait. Là, comme ça... ça me semble. Puis de manière générale, moi, les raccourcis historiques, c'est. C'est un raccourci d'histoire ou c'est des révisionnistes? C'est une vraie question. Mais la réponse. Si vous dites c'est une vraie question, c'est que vous posez la question. Oui, non, mais enfin, je pense pas. Historique. Je pense pas que ça ait pour objectif. Enfin, pour le coup, je travaille énormément avec Éric Coquerel, j'ai un grand respect pour son travail. Je n'ai aucun doute, absolument aucun doute que Éric Coquerel n'est pas antisémite. Et donc, c'est évident que dans sa tête, ce n'est pas révisionniste. Non, il n'y a pas de mais. Et donc, je pense que c'est une manière d'essayer d'alerter sur la situation. Alors, j'ai plus donc je pense que ça concernait la Palestine. Non, ça concernait les musulmans. Parce que vu que vous me l'avez, ça concernait les musulmans en France, parce qu'on parlait d'antisémitisme. Hein. Ah oui, et donc de l'équivalent avant l'avant-guerre. Voilà. Pardon, vu que vous me l'avez lu et que je la connais pas. Un parallèle entre la situation des musulmans aujourd'hui et celle des juifs pendant la période nazie. Voilà, merci. Je pense que ça vise à alerter sur maladroitement pour moi sur le fait effectivement qu'on voit une islamophobie monter, des personnes qui sont obligées de se justifier de leur foi, de leur pratique de leur foi. Donc je pense que l'objectif n'est pas du tout d'amoindrir ce qui s'était passé, mais d'alerter sans doute avec une comparaison maladroite. Comparaison maladroite, avec des calculs politiques derrière? Non, pour le coup, je pense, à un moment, on est des personnes élues pour représenter et pour se battre pour des idées. Aujourd'hui, mais on peut reprendre la polémique de l'abaya. Il y a des jeunes filles qui ont été obligées, sommées d'expliquer pourquoi elles portaient certains vêtements, des kimonos, si elles étaient trop longs, etc. Moi, c'est quelque chose qui me choque aujourd'hui, profondément. Et donc, je pense que ça choque aussi beaucoup d'autres
élus et que c'est une situation sur laquelle on souhaite alerter, qui est devenue presque banale et qui, moi, effectivement, m'inquiète. En tout cas, il y a quelque chose sur la tension qui est en train de naître, sur le fait de vouloir comparer demander à des pratiquants de la religion musulmane de devoir se dissocier ou de les rendre, de les mettre dans le même groupe que des terroristes, pour moi déjà c'est absolument faux, c'est inacceptable et ça amène à quelque chose qui est extrêmement violent pour eux et qui doit être dénoncé parce qu'on a des raccourcis de l'autre côté politique. Il faut quand même se rendre compte qu'on a des hommes de droite, dont le président du groupe LR au Sénat, qui rappelait quand même, qui utilise la logique de l'ensauvagement, de cette logique qu'en fait il y aurait des Français qui sont pas tout à fait français. Donc on est dans une période extrêmement dangereuse, extrêmement compliquée. Donc c'est pour ça qu'il faut être juste dans les mots, mais je comprends la volonté d'alerter sur ce qui est en train de se passer avec une stigmatisation de toute une partie de la population. Alors, situation extrêmement dangereuse, avec des conséquences au sein de la NUPES. Hein, il y a eu des divergences sur le Hamas, sur Médine quelque part, sur la Baïa dont vous avez parlé, des désaccords aussi sur les européennes, le tout quelque part autour de querelles d'ego entre les dirigeants de la NUPES. La rupture paraît actée avec LFI. La NUPES apparaît être en train d'imploser. Est-ce qu'elle n'est pas morte? Moi, je dirais que son pronostic vital est engagé. Ah, son pronostic vital est engagé. Non, mais c'est la vérité. Ça va. On a aujourd'hui le Parti socialiste qui a décrété un moratoire. On a le Parti communiste qui a clairement pris ses distances. À l'Assemblée, par contre, on travaille toujours ensemble. Donc oui, enfin, toujours ensemble avec un point d'interrogation sur les travaux de l'intergroupe. Hein. Tout à fait. Voilà. Hein? Non, mais c'est comme je le dis, on est dans une situation. Donc, pronostic vital engagé, ça veut dire que vous êtes prêt. Ça peut basculer. Non, mais mais oui, faut regarder la situation de manière lucide. Donc oui, on a un pronostic vital engagé. Après, pour moi, il faut se souvenir pourquoi on a fait cette union. On a fait cette union parce qu'on voulait présenter un autre modèle de société, parce qu'on voulait défendre des valeurs qui, pour nous, n'étaient pas défendues et étaient à l'opposé de la société qu'est en train de faire Emmanuel Macron, qui est une société dans laquelle les inégalités sont en train d'exploser et surtout s'opposer à la droite et à l'extrême droite conservatrice qui, justement, est en train de créer une société du tous contre tous. Et donc, je pense qu'il faut qu'on revienne à ce pourquoi nous entendions et à pourquoi nous faisions mieux. Je reprends ce que vous disiez, pronostic vital engagé. C'est dû à quoi? Qu'est-ce que ça implique? Et sur quoi ça peut déboucher? Alors, vous l'avez dit, je pense que c'est en partie dû à des jeux d'ego. Entre qui et qui? On connaît les noms. Non, mais on connaît les noms. Mais nos éditeurs, ils connaissent peut-être pas. C'est ça. Non, mais on voit bien qu'il y a eu très tôt des désaccords entre Roussel, Mélenchon. Il y a eu... en fait, moi, je suis fatiguée. Je pense que la plupart des militants... Il n'y a que Roussel et Mélenchon, il y en a d'autres? Non, mais il y en a d'autres, je ne vais pas vous faire toute la liste. Moi, je suis curieux de nature. C'est qui les autres? Non, mais nos éditeurs, ils se disent pareil, la même chose. C'est ça. Non, mais en fait, moi, là, je ne suis pas venue dans l'idée de vous donner la liste de tous les gens qui, je pense, à un moment ont contribué. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué par la petite phrase. Olivier Faure aussi. En tout cas, il y a eu un débat Twitter et en fait, je pense que moi, je suis fatiguée de ça. Des débats Twitter où on cherche à être dans le clash, dans la reprise. J'en ai marre. Je trouve que c'est médiocre. Voilà, la vérité, je trouve que c'est médiocre et je pense qu'on doit être bien meilleur que ça. Donc la première chose, oui, je pense que quand il dit pronostic vital engagé, ça veut dire que la NUPES est dans le coma. Hein? C'est ça? Oui, pas encore tout à fait, mais pas loin. On est groggy en tout cas. Ouais. On est largement groggy. Et donc oui, on a ça. On a aussi des désaccords de fond, mais qu'on avait actés dès le début de cette union, notamment sur les questions internationales. Et donc je pense qu'on n'a pas travaillé. Sur l'environnement quelque part, sur l'énergie, sur le nucléaire, Non, mais donc on avait acté ces sujets-là. Sur des questions sociétales également. Ah, surtout moins, non, alors pas surtout, non mais typiquement pas sur surtout. Des dossiers très importants. Non mais sur des dossiers très importants. On se dit comment vous pouvez pas gouverner ensemble quoi. Alors la première chose, sur l'international, je pense que nous avons un travail à faire. Et d'ailleurs nous avions commencé à le faire par exemple dans le cadre de la loi de programmation militaire et je pense qu'on ne l'a pas assez fait et que le fait de ne pas avoir traité et continué le travail commun sur ces sujets-là, d'une certaine manière, nous explose un peu à la figure. L'autre chose, c'est par exemple si on prend l'énergie. On a un désaccord avec les communistes sur la question du nucléaire. Ils disent
Le nucléaire, c'est important, Nous, ils c'est disent le nucléaire, essentiel. c'est important, C'est et l'avenir nous, de la nous France, sommes hein. contre le nucléaire. Ouais. On pense que, justement, c'est pas comme ça, en dépendant de l'uranium, qu'on arrivera à être souverain de manière énergétique. Mais par contre, on sait, qu'on soit pro ou anti-nucléaire, qu'on va vers un mur énergétique. Aujourd'hui, nous ne savons pas produire suffisamment si on atteint nos objectifs en termes de voitures électriques, en termes de réindustrialisation. Et ça, c'est dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et aujourd'hui, on sait faire un travail commun sur comment, dans les 5 à 10 ans, on répond à notre besoin énergétique. Parce qu'en fait, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, on a des centrales qui fonctionnent, dont on doit assurer la sécurité. Et qu'on soit pour ou contre le nucléaire, de toute façon, il n'y aura pas de nouvelles centrales dans les 10 années qui viennent. Hein, carrément de l'extrême droite à l'extrême gauche, et avec des petites divergences, notamment chez vous, c'est il faut se servir. Il faut développer le nucléaire. Moi, j'ai pas de consensus avec l'extrême droite de manière générale. Non, mais je préfère le dire. Il y a pas. Moi, j'ai pas de consensus avec l'extrême droite. Et la deuxième chose sur la question du nucléaire, on est dans une France qui a toujours eu cet idéal du nucléaire. La vérité, comme je vous le dis aujourd'hui, malgré cet idéal du nucléaire, on va vers un mur énergétique. Et même les personnes qui sont pro-nucléaire vont dire qu'on n'aura pas, avant au moins 10-15 ans, de nouvelles centrales. Comment on fait ? Comment on fait alors que la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est immédiat. Alors que la réponse au mur énergétique, c'est maintenant. C'est de la sobriété et les énergies renouvelables. Donc, et les énergies renouvelables, ça prend aussi du temps, hein. Beaucoup moins que de construire une centrale nucléaire. Je sais que des fois, c'est compliqué de mettre des panneaux solaires, mais c'est plus simple que les centrales nucléaires. Pour les éoliennes, il y a souvent des recours, notamment déposés par des écologistes. Alors, il y a des recours, ça peut arriver. Quand on va mettre une centrale nucléaire, il y aura aussi des recours. Ça rallonge les délais, hein. Et je ferai remarquer, par exemple, que la question de l'EPR, qui nous est montrée comme la solution idéale, prend retard sur retard sans recours, mais parce qu'en fait, on ne sait pas faire, qu'à chaque fois, il y a des malfaçons, que le montant a explosé en passant de 3 milliards à 19 milliards. Donc, la vérité aussi, ça, face à nous, mais donc, il faut être lucide. Ça ne fonctionne pas et on continue à s'entêter dans une voie qui ne fonctionne pas. Et les voitures électriques, c'est l'avenir ou pas ? Alors, les voitures électriques, il en faut, parce que ça consomme bien de sûr, l'énergie, mais je pense qu'il faut des voitures électriques, tout en se disant on ne pourra plus être dans du tout voiture et de l'autosolisme. Il faut aller vers de la voiture partagée, il faut aller vers du transport en commun beaucoup plus développé. Il faut arrêter de faire les petits trajets pour aller chercher son pain en voiture. Il faut prendre du vélo, il faut marcher. Vélo, hein. Voilà, c'est très agréable. Vélo électrique ou pas ? Moi, je suis vélo, sans assistante électrique, et je suis très marche à pied avec de la musique. C'est très agréable d'aller chercher son pain en musique. On revient à la NUPES et les filles, ainsi de suite. Le problème, c'est Mélenchon ou c'est les filles dans son ensemble ? Sur la NUPES, un peu, non, mais moi, je vous l'ai dit, la question de la NUPES, c'est qu'on n'a pas su travailler nos divergences, et deux, on n'a pas su rénover nos pratiques. C'est-à-dire qu'on a dit, on fait un programme de rupture, et je pense qu'on avait besoin de le faire, mais un programme de rupture, ça veut dire un changement de pratique. Un peu compliqué, hein, on est dans une 5e République qui aime la verticalité. Nous, on pense qu'une coalition, elle doit fonctionner autrement, notamment de manière plus horizontale. C'est pour ça qu'on disait, on est 151 députés, travaillons tous ensemble dans le cadre d'une assemblée générale des députés de la NUPES. Coalition, travaillons tous ensemble. Vous n'allez pas travailler tous ensemble aux européennes parce qu'il va y avoir des listes séparées. Ça peut changer la donne. Et le rapport de force à gauche, c'est ces listes séparées aux européennes. Je pense que ces listes séparées aux européennes, leur premier objectif, et en fait, pour moi, leur seul objectif, c'est de permettre, dans le cadre d'une élection à la proportionnelle, où on vote sur une journée, il n'y a pas de premier tour, il n'y a pas de deuxième tour, où on siège dans des groupes différents au Parlement européen, c'est permettre aux électeurs de pouvoir choisir entre différents projets pour l'Europe. C'est ça l'objectif de ces listes. Et les écologistes sont un parti extrêmement pro-européen. Et la question c'est, est-ce que, parce qu'on va avoir les résultats à la fin de la journée, hein, les 22% de Mélenchon, a priori la liste à défi ne les obtiendra pas, ça va changer la donne ou pas ? Si vous êtes tous à peu près au même niveau ? Non, mais moi, je ne prends pas les européennes comme un sondage grandeur nature pour les présidentielles. Pour moi, la question des européennes, c'est quelle Europe veut-on ? Et c'est sur celle-là qu'on doit faire campagne et sur celle-là qu'on s'engage auprès de nos électeurs. Avec une question, certains commencent à se la poser. Le rôle de François Ruffin dans le cadre de cette campagne. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait démontrer de sa bonne volonté en soutenant une autre liste que LFI aux européennes ? En tout cas, mais est-ce que vous souhaitez qu'il soutienne, par exemple, votre liste ? Non, moi, je veux qu'il soutienne la liste qu'il a envie de soutenir dans son cœur, dans sa tête. Voilà, je pense qu'il n'a pas de bonne volonté à démontrer. Je pense que c'est un homme politique qui fait des choix politiques et qui fera celui qui lui semble le plus pertinent. Et alors, oui, je voulais vous poser aussi cette question. Sébastien Lecornu qui disait la semaine dernière
les débordements du parti de Jean-Luc Mélenchon deviennent un problème pour l'image de la France et nous font honte. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Est-ce que Mélenchon vous fait honte? J'ai des Vous qui êtes son allié. désaccords. Non, Ouais. mais j'ai des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon. Mais enfin, je vais vous le dire, moi, très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, ce qui affaiblit la France, c'est d'avoir un président de la République qui annonce, qui prépare pendant 2 semaines un déplacement à l'étranger, qui va annoncer l'élargissement d'une coalition qui a été constituée contre l'État islamique pour lutter contre le Hamas et qui a des non polis de la part de ses alliés. Ça veut dire que c'est impréparé, ça veut dire que c'est confus, ça veut dire que ça donne l'image d'une France affaiblie. Voilà, je pense, ce qui affaiblit la France dans le monde. Autre débat en France qui va venir dans les prochaines semaines, enfin, qui va se concrétiser dans les prochaines semaines, le Sénat va débattre du projet de loi sur l'immigration à partir du 6 novembre. Certains se disent, et notamment Bruno Retailleau qui était l'invité de Radio J ce matin, que le contexte de la résurgence du terrorisme en France et les massacres du Hamas en Israël change la donne. C'est le cas ou pas? Je pense que c'est un amalgame terrible qui est en train de se faire. Cette loi était déjà extrêmement dure. Le fait qu'on ait avancé son calendrier suite à l'attentat de Arras donne effectivement l'impression que ça devient un outil pour lutter contre le terrorisme, alors que la question, c'est une loi sur la question de l'immigration. Notamment, c'était la question de la régularisation des personnes qui aujourd'hui travaillent chez nous, cotisent chez nous, élèvent leur famille chez nous, vivent chez nous, sur l'article 3. Donc vous êtes favorable à cet article 3, pour la régularisation des salariés dans les métiers en tension. Bien évidemment, c'est des personnes qui contribuent à construire notre pays. Et vous êtes favorable à cet article, que ce soit donc dans le cadre de la loi, dans le cadre de l'article 3, ou si c'était dans le cadre d'un décret réglementaire, ça serait pareil pour vous? Moi, je pense que si le gouvernement le passe par décret, on aura quelque chose de beaucoup moins ambitieux. Donc non, je préférerais que... Enfin non, même je souhaite que nous puissions légiférer sur ce sujet, donc, que l'article 3 soit gardé. 3. Et puis, Éric Ciotti menace, et Bruno Retailleau est d'accord avec lui, de déposer une motion de censure sur cette loi d'immigration. Vous pourriez la voter ou pas? On a quand même des désaccords très très profonds sur la question de l'immigration. Aujourd'hui, mon problème avec le gouvernement est plutôt qu'il en fait trop, plutôt qu'un manque de fermeté sur la question migratoire. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que la motion de censure, s'il y en avait une de LR, ça serait en considérant que la loi va pas assez loin. Donc aujourd'hui, pour le moment, c'est pas les désaccords que j'ai avec le gouvernement. Alors, il y a aussi le débat budgétaire dont on a parlé un peu tout à l'heure. Le projet budget 2024, qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce qu'il y a des choses que, enfin, même si une partie qui a déjà été votée avec le 49.3, quel bilan vous faites de cette première étape du débat budgétaire? Qu'elle n'a pas eu lieu. La vérité, c'est qu'on est en train d'adopter un budget sans qu'il y ait un débat public, finalement. Bien sûr qu'il y a le débat en commission, mais le débat en séance, c'est celui qui permet d'avoir un débat avec l'ensemble des députés, mais bien au-delà, généralement un débat public avec journalistique, d'expliquer ce qui va se passer. Ça n'a pas du tout eu lieu. Alors que nous sommes sur un budget qui est un budget de rigueur, dans une période d'inflation très forte où les besoins sont extrêmement importants. On le voit bien, on est très 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 en deçà de ce dont on a besoin. Besoin très très important. La fin du quoi qu'il en coûte. Est-ce que ça veut dire qu'il faut augmenter les impôts pour une certaine partie de la population? Oui, moi je pense qu'on a trop baissé. De quelle manière? On a beaucoup trop baissé les impôts pour les plus riches. Aujourd'hui, les plus riches payent moins. De quel revenu vous considérez les Français comme étant trop riches? Non, mais typiquement, on pourrait remettre l'impôt de solidarité sur la fortune. On est sur des patrimoines qui vont au-delà de 1 million d'euros. Donc, on est quand même sur des choses, sur des personnes qui ont énormément de patrimoine. Je rappelle que le patrimoine moyen, je crois que c'est 350 000 euros en France. Que pour les catégories les plus modestes, c'est 20 000 euros de patrimoine. Donc, en fait, si on est sur ce type de... Mais l'impôt sur la fortune qui a été remplacé par l'IFI et qui taxe quand même les propriétaires. Oui, mais moi je pense qu'il faut revenir sur un impôt de solidarité de manière globale sur l'ensemble du patrimoine, pas uniquement le patrimoine immobilier, mais aussi le patrimoine immobilier, et qu'il faut en plus prendre en compte l'impact environnemental. C'est pour ça qu'on est pour un ISF vert, parce qu'en plus les personnes aujourd'hui les plus riches, c'est prendre en compte l'impact, notamment quand on a du patrimoine et qu'on a par exemple beaucoup d'actions chez Total, on contribue beaucoup plus à détruire la planète. Il faudra aller faire le tri des... Non, mais c'est pas le tri, c'est de dire que prendre en compte l'impact et l'empreinte carbone de ce patrimoine pour les plus riches, parce qu'aujourd'hui, c'est ceux qui polluent le plus. Et c'est pas ceux qui subissent le plus les effets du réchauffement climatique. Ça risquerait pas d'avoir des conséquences sur la santé économique de ces entreprises? Mais aujourd'hui, Total est une entreprise... Je parle pas de Total, de toutes les entreprises du Non, mais aujourd'hui, il faut...
il nous reste 7 ans. 7 ans pour diminuer drastiquement nos émissions de CO2. Nous devons mettre des signaux extrêmement clairs et extrêmement durs de réorientation de notre économie. Sinon, on va vers la France à 4 degrés. Et la France à 4 degrés aujourd'hui, on commence à le vivre. C'est des vagues de chaleur qui tuent et qui tuent énormément. Quand même, on est sur 2022, on a 7000 personnes qui sont mortes de la canicule. Donc, on a besoin de se protéger et pour ça, il faut diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Pas de nouveaux projets fossiles. Et oui, il va falloir réorienter très fortement l'activité des entreprises les plus polluantes. Une vraie fiscalité verte, ce serait quoi pour vous? On pourrait commencer par taxer le kérosène, c'est-à-dire faire contribuer fortement l'avion. Donc avec une augmentation des billets d'avion. Hein. Oui, mais... Ça ne vous dérange pas? Non, mais je l'ai dit, on va devoir changer nos comportements. On va devoir changer nos comportements. Non, mais je pose cette question par rapport aux auditeurs. C'est ça, mais la question, c'est où est-ce qu'on met l'argent public? Je pense que quand on prend l'avion, déjà, c'est quand même majoritairement les plus aisés qui prennent l'avion. Pas forcément quand vous avez des billets d'avion à 40 € pour aller à l'autre bout de l'Europe. J'ai dit majoritairement. Ouais. Et après, d'ailleurs, le prix du billet d'avion qui est souvent moins cher que le billet de train. Mais oui, parce qu'en fait, le billet de train, en vrai, quand on paye son billet de train, on prend quasiment tout en charge. L'avion est quand même aujourd'hui fortement aidé dans notre pays. C'est pour ça qu'ils peuvent avoir des prix aussi peu chers. Et je dis, la question, c'est où est-ce qu'on va mettre l'argent public? Moi, je préfère aujourd'hui mettre l'argent public plutôt que de le donner au secteur aérien, de le donner aux Français pour qu'ils puissent adapter leurs véhicules, par exemple, aux zones à faible émission, pour qu'on baisse nos émissions de CO2 et qu'on baisse aussi notre pollution de l'air. C'est pour ça qu'on n'a pas très bien compris pourquoi vous étiez opposé à l'autoroute Lyon-Turin. Ah, au projet. Alors, c'est pas une autoroute, c'est un projet, le projet ferroviaire du Lyon-Turin. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le projet ferroviaire du Lyon-Turin, il y a déjà une ligne existante. Et donc, notre enjeu pour nous, c'est de rénover la ligne. Un projet de tunnel ferroviaire Lyon-Turin qui a été lancé il y a 25 ans, quelque part, au moins. Et qui ne sera pas prêt avant des dizaines d'années. Et qui ne sera pas prêt avant 10-15 ans, il me semble. C'est ça. Dans les années 2030, quelque chose comme ça, 2030-2035, il est quand même été lancé. Est-ce qu'on peut s'opposer comme ça à un projet qui est déjà en cours d'achèvement? Oui, parce qu'en fait, là, ce qui a commencé et ce qu'on devrait arrêter tout de suite, c'est de creuser sous les montagnes. Quand on creuse sur les montagnes, par exemple, on doit assécher l'eau. C'est-à-dire qu'on a des questions, par exemple, sur certains villages où ils n'ont plus d'eau. Alors, ça reste pour le moment très modéré, mais il y a cette question de l'accès à l'eau. Il y a la question des émissions que ça va provoquer, parce qu'en fait, on est en train de détruire tout un écosystème pour, dans 15 ans, mettre des camions sur les trains. C'est positif, mais dès aujourd'hui... Mais donc, dès aujourd'hui... C'est ce qu'avait demandé à l'époque la ministre de l'Environnement d'époque, c'était Dominique Voynet. Oui, elle était favorable à ce projet. Elle a fait une erreur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Elle engageait à l'époque les Verts. Oui, mais on peut, et il faut savoir reconnaître ces erreurs. Je pense que la question, c'est de mettre des trains, de mettre des camions sur les trains en réaménageant la voie existante et de diminuer le nombre de trains qui passent par la vallée. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous inspire le climat social? C'est quoi la suite? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça peut se passer dans la rue? Et que ça doit se passer dans la rue? Puisque vous réaffirmez votre opposition totale à Emmanuel Macron. Ça s'est déjà beaucoup passé dans la rue avec les retraites. Moi, je souhaite qu'on puisse continuer à manifester pacifiquement, librement. C'est comme une vraie question. On voit un nombre de manifestations interdites en augmentation. Je pense que c'est le signe d'une démocratie atrophiée. Et que oui, bien sûr que ça se passe dans les manifestations, mais à l'appel des syndicats, bien évidemment. Mais... Est-ce que ça doit se passer plus dans la rue qu'à l'Assemblée, par exemple? Non, il faut que nous, on joue notre rôle à l'Assemblée, bien évidemment, et je pense qu'on le fait. Et moi, ce que je regrette d'ailleurs, c'est le fait qu'on n'arrive pas à travailler à l'Assemblée nationale, alors qu'on a parfois des sujets transpartisans. On parlait de la taxation des plus riches, la taxation des superdividendes. Elle est proposée par le président du groupe Modem, membre de la majorité. Il y a aujourd'hui une majorité pour soutenir ces amendements. Sur ces amendements transpartisans, largement soutenus, comprenant des membres de la majorité, ils devraient être intégrés au budget. Et alors, dernière question. Est-ce que, comme Gérald Darmanin, vous allez pouvoir être peut-être d'accord avec lui, je ne sais pas, vous considérez que la victoire de Marine Le Pen en 2027 est assez probable? Je pense que Gérald Darmanin est dans un moment où il fait partie des personnes qui attisent les tensions et qui attisent les peurs. Attisent les peurs, attisent les tensions, attise la haine? Oui, quand il montre du doigt Karim Benzema, quand il fait des annonces... il sait très bien qu'aujourd'hui, dans le droit actuel, un préfet peut retirer, ne pas accorder
un titre de séjour à quelqu'un qui présenterait un danger pour l'ordre public. Il le sait qu'aujourd'hui, c'est faisable. C'est factuellement le cas. Et quand bien même, il fait des annonces en disant que non, il va expulser tout le monde, qu'il va changer la loi. Il fait des amalgames qui sont extrêmement dangereux. Donc je pense que s'il y a quelqu'un... Non, c'est pas Le Pen. C'est pas ça. Je finis. S'il y a quelqu'un qui aujourd'hui est en train de paver la voie à Marine Le Pen, qui est en train finalement d'être dans une prophétie autoréalisatrice, c'est Gérald Darmanin. Donc oui, je suis inquiète de la victoire de Marine Le Pen. Notre opposition est absolument totale aux idées de l'extrême droite et du Rassemblement national. Pour nous avons toujours été dans le barrage républicain, mais aujourd'hui, ce que fait Gérald Darmanin est extrêmement dangereux et inquiétant. Et il vous faut un candidat unique d'union en 2027 ou tous les partis de la NUPES auront un candidat différent? Il nous faut un candidat uni de la gauche et des écologistes, justement dans la période dans laquelle on est, afin de pouvoir amener une voie d'espoir et pouvoir gagner en 2027. Et ça peut être Mélenchon? Aujourd'hui, ça. Mais aujourd'hui, je le dis, aujourd'hui, pour moi, c'est compliqué. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on se mette d'accord sur la. C'est ça que vous voulez dire? Non, il faut qu'on se mette d'accord sur la manière de désigner de manière démocratique notre candidat ou notre candidate. Une primaire, quoi. Ou autre chose. C'est un travail qu'il faut qu'on fasse ensemble. Merci en tout cas, Cyrielle Châtelain, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.